pour que justement Laval ne puisse pas accéder à son bureau. Donc il y avait une grille et des gendarmes ouvraient la grille et contrôlaient ainsi l'accès au bureau de Pétain. Or, dans le film d'archives que les réalisateurs ont utilisé, le film des actualités françaises, cette grille, au moment du tournage, avait été désinstallée, puisque c'était un documentaire de propagande, enfin un film de propagande qui voulait mettre en avant la figure de Laval. Et donc la grille avait été désinstallée. Et donc Beuchot est intervenu pour la remettre dans le film d'archives, au nom de la vérité historique, si vous voulez. Donc il y avait un espèce de mensonge de l'image, et lui a rétabli la vérité, donc l'existence de cette grille. Sauf que c'est indécernable, et qu'au final, c'est une trahison, une manipulation par rapport à cette image d'archive. Je ne sais pas comment c'est pas fait par de l'IA, mais c'est quand même très bien fait. Donc là, c'est, voilà, on voit tous les questionnements sur ce que l'archive montre, mais qu'elle devrait montrer, mais qu'elle ne montre pas, ce qu'on voudrait lui faire montrer. On voudrait toujours que l'archive soit plus vraie que ce qu'elle n'est vraiment. Enfin, voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir souligné ce passage qui effectivement rappelle que les questionnements sont simples. Je sais pas si vous voulez réagir. Je vais juste ajouter une chose, c'est vrai pour avoir bien connu Pierre Beuchot, l'avoir invité de nombreuses fois dans des séminaires, pour présenter ses films aux étudiants à l'université. C'est vraiment quelqu'un qui a, on pourrait dire, consacré la quasi-totalité de sa carrière à l'histoire. Il n'a quasiment fait que des films historiques. Il a commencé par un très très beau documentaire qui était une coproduction d'INA, Le Temps détruit, film absolument magnifique sur une confrontation de correspondance entre des lettres pendant la drôle de guerre, notamment des lettres de son père à sa mère. Et il s'est beaucoup intéressé à la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de ses films portaient sur cet événement-là. Et par rapport à Hôtel du Parc, Beuchot, c'était quelqu'un qui se voyait avant tout comme un cinéaste de fiction. Il rêvait de réaliser beaucoup de films de fiction, mais il s'est heurté à la dure réalité du marché. Ça a été difficile pour lui. Ses projets n'étaient pas toujours acceptés par les producteurs. Donc finalement, il s'est un peu rabattu parfois sur des formats documentaires parce qu'il n'arrivait pas à faire des fictions. Et dans Hôtel du Parc, je trouve que on est à la frontière. Au départ, c'est un projet de fiction, mais comme il ne peut pas le faire en fiction, il le fait en documentaire. Mais en même temps, la forme est très hybride. Mais comme vient de le démontrer Géraldine, ce qui est passionnant, je trouve, dans cette hybridité, dans cette forme qu'il a trouvée, c'est qu'elle est intelligente, justement. C'est-à-dire que c'est pas un truc systématique. Il n'applique pas il va pas appliquer à toutes ces images une espèce comme ça d'automatisme qui pourrait être celui d'une machine. Il va réfléchir à la façon d'intervenir sur les images anciennes, à la façon d'en fabriquer d'autres qui vont raccorder avec ces images anciennes, qui vont parfois les mettre en tension. C'est parfois très subtil, parce que là, la démonstration que Géraldine vient de faire, je pense que les trois quarts des spectateurs qui ont vu le film à l'époque l'ont pas vu. Il y a peut-être des historiens qui connaissaient super bien les images et le sujet l'ont perçu, mais ça passe presque inaperçu. Mais c'est ça qui est beau aussi dans un film, c'est qu'il y a des choses qui peuvent passer inaperçues, mais qui ont du sens malgré tout. Et ça revient à la complexité de l'histoire dont on parlait tout à l'heure, dont un film peut rendre compte. Je voudrais rebondir par rapport à ce film qui est ancien déjà, mais là récemment, vous allez bientôt voir un documentaire d'Audrey Gordon qui s'appelle Un mois chez les filles et qui, elle aussi, travaille sur cette idée d'hybridation des formes. Et elle est partie sur le sujet, elle est partie d'un livre qui a été édité en 1920 par une femme, la première journaliste d'immersion, on va dire, quasiment, Marie Choisy, qui a voulu faire une enquête sur les bordels à l'époque. Et pour faire une enquête sur les bordels, elle s'est déguisée en femme de chambre. Elle a fait son enquête et elle en a produit un livre, une enquête journalistique, mais aussi un livre derrière. Et Audrey, aujourd'hui, en plus un livre très très bien écrit, avec de l'humour, avec un style, enfin vraiment c'est une vraie écrivaine. Et Audrey utilise ce livre pour raconter cette histoire, donc à moi chez les filles. Elle donne la parole à une actrice, Jeanne Balibar en l'occurrence, qui va incarner Marie Choisy comme si elle était interviewée par Bernard Pivot. Et à la suite de ça, on va plonger dans un documentaire constitué d'archives qui va mélanger fausses archives et vraies archives et reconstitution aussi avec une jeune actrice.
et c'est d'une intelligence, d'une créativité, c'est formidable. Et là, effectivement, on passe du vrai au faux sans même s'en rendre compte. Là, pour le coup, il n'y a pas de... Vraiment, ce n'est pas visible, mais ça fonctionne et c'est... À partir du moment où le sens est respecté, où il y a une vision d'auteur, où il y a une recherche esthétique, je dirais, tout est possible. La question qui va se poser, c'est de savoir effectivement faire le tri dans ces documentaires, entre les bons documentaires et les mauvais documentaires. Et ça, bon, bah, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une question de rapport de confiance, de contrat de confiance avec celui qui diffuse, avec celui qui produit, avec celui qui réalise. Le service public, d'une certaine manière, est le garant de cette qualité. Mais effectivement, l'image d'archive, l'intelligence artificielle, c'est plus compliqué. Ça fragilise d'une certaine manière beaucoup plus la notion d'authenticité et ça fragilise du coup ce contrat de confiance. Donc ça va devenir de plus en plus dur. Je l'avoue, pour les spectateurs, pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et c'est là où peut-être le service public a encore de beaux jours devant lui, comme je l'espère, pour travailler justement dans ce sens et vous offrir ce qui se fait de mieux. Alors peut-être justement, on va s'arrêter un petit peu sur ces enjeux-là de régulation, de posture éthique, en tout cas responsable. Donc il faut se rappeler en fait que ces technologies soulèvent plein de questions à la fois juridiques et éthiques. Juridiques parce que concrètement, le droit est censé encadrer l'utilisation de la voix, de l'image. Je rappelle que, par exemple, le principe même du droit à l'image, c'est que personne ne peut utiliser votre image sans votre accord de votre vivant. Alors, évidemment, il y a sans cesse des infractions à ce droit à l'image, mais... Thierry Ardisson en parlait un petit peu, si vous vous rappelez bien, dans son intervention. Il disait moi, j'ai pas besoin de demander les autorisations. Il n'a travaillé que sur des personnalités qui étaient décédées. Il se trouve que, par éthique, dit-il, il a quand même été, il s'est quand même rapproché des proches des personnes sur lesquelles il a travaillé pour travailler en bonne intelligence avec elles, mais en fait, il n'était pas obligé de le faire. Sur le droit moral aussi, en droit français, encadre en théorie ce qu'on peut faire à partir d'une œuvre. Alors, le droit moral, c'est ce qui protège une œuvre, ce qui est reconnu comme œuvre. Donc, par exemple, un film, si c'est un film de fiction ou n'importe quelle œuvre, son auteur peut s'opposer à sa réalisation, à sa réutilisation, s'il estime, pour n'importe quelle raison d'ailleurs, mais s'il le souhaite. C'est-à-dire qu'il peut estimer que cette telle réutilisation, en fait, contrevient à l'intention, à la qualité de son œuvre, bref, et donc il peut s'opposer à la réalisation de son œuvre. Et puis, de manière générale, donc, le droit d'auteur aussi protège normalement un certain nombre de contenus, on ne peut pas les utiliser pour faire n'importe quoi. Or, ces technologies ont besoin, pour se nourrir, pour apprendre à reconstituer des voix de synthèse, à faire des images, elles ont besoin d'être nourries, d'apprendre et de se nourrir de données, de visages, d'autres voix. Donc elles utilisent une matière et la question peut-être qui se pose beaucoup en ce moment, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser pour nourrir ces machines, pour leur apprendre à faire ce qu'elles font. Par exemple, l'INA, mais en fait toutes les institutions qui détiennent des données, des ressources comme ça, sont sollicitées pour savoir en ce moment si oui ou non on a le droit d'utiliser ces ressources pour apprendre à des algorithmes à fonctionner. Au-delà de ça, donc il y a évidemment plein d'utilisations potentiellement nuisibles, néfastes de ces technologies. On a parlé de fake news, évidemment, on peut s'en servir au service de la propagande, toutes ces utilisations malveillantes. Peut-être que chacun d'entre vous pourrait nous dire un peu quelles sont, de son point de vue, de ce domaine, les questions éthiques les plus brûlantes qui se posent. On en parlait par exemple rapidement avec Nicolas tout à l'heure. On se disait finalement, est-ce que c'est la responsabilité de l'IRCAM de s'engager sur tel ou tel projet? Comment vous choisissez les projets et comment vous gérez ces questions, notamment ces questions juridiques, parce qu'en théorie, on n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Alors pour l'engagement de l'IRCAM, donc ces projets en général
sont faits de la manière suivante, c'est que ce sont des réalisateurs, des producteurs, ce sont des demandes externes de personnes qui viennent nous demander une prestation ou notre recours pour recréer la voix d'une personnalité spécifiée, francophone ou anglo-saxonne éventuellement. Et donc, dans ce cadre-là, c'est en grande partie donc, la réalisation et la production de ce film ou de ce documentaire qui est responsable juridiquement, en tout cas, doit veiller à avoir les accords des ayants droit, etc., etc. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est sur l'apprentissage et des données qui sont utilisées, donc dans l'intelligence artificielle, il y a deux choses à séparer. Il y a les données d'entrée et les données de sortie. Les données d'entrée, c'est ce qu'on donne à manger aux algorithmes d'apprentissage pour pouvoir apprendre à synthétiser des voix ou des choses comme ça. Les données de sortie, c'est la voix, par exemple, qu'on veut reproduire, l'identité vocale qu'on veut reproduire en sortie. C'est par exemple celle du maréchal Pétain. Et en fait, le droit s'applique aux deux. Enfin, tous les droits s'appliquent aux deux. Généralement, nous, ce qu'on peut voir ou sur le quoi on peut être sensibilisé, c'est plutôt la sortie, c'est on a refait la voix d'une personne sans son autorisation, je sais pas quoi, Leonardo DiCaprio par exemple, ou Barack Obama pour lui faire dire des choses qu'il n'aurait pas dû devoir dire. Ça c'est une chose, et le droit s'applique à ça, généralement c'est ça qui fait des scandales dans les médias éventuellement. Mais par contre, la partie cachée de l'iceberg, c'est les quantités astronomiques de données qui sont utilisées pour aider les apprentissages, qui aussi, eux, sont couverts par tous ces droits, mais qui sont cachés. Et aujourd'hui, c'est un peu, c'était Joshua Bengio, l'un des trois pères de l'intelligence artificielle, qui a averti pour dire qu'aujourd'hui, c'est le Far West en termes de données, qui a des besoins de régulation. Donc lui, il pousse partout aux États-Unis, justement, pour demander aux politiques en place de justement légiférer, proposer de nouvelles lois pour défendre, etc. Aujourd'hui, il y a des gros problèmes pour tout ce qui est ChatGPT qui utilise 50 milliards de mots, qui aspire à peu près tout ce qui existe. Il faut que ce soit maintenant, j'ai vu, les sites ou les médias peuvent s'opposer à l'utilisation de leurs données, mais il faut qu'ils le fassent de manière explicite. Sinon quoi, par défaut, ils peuvent être aspirés. Donc ça c'est une chose, et en plus il y a les droits de toutes les données qui sont utilisées, que ce soit textuelles, images, sonores, etc. Et donc le droit à la voix c'est le même que celui du droit à l'image. Voilà. Oui, c'est vrai que le droit français en fait offre déjà pas mal de ressources, mais c'est pas le cas dans tous les pays, parce que chaque pays aborde ces problématiques avec son cadre juridique qui lui est propre. Il se trouve qu'en tout cas le droit français offre un certain nombre de ressources quand même pour réguler ces usages. Donc, je disais, le code de la propriété intellectuelle, le code de la protection des données personnelles, le droit moral qui est aussi très, très spécifique au droit français. Voilà, et effectivement, comme je le disais, beaucoup de médias sont en train de opt-out, comme on dit, donc d'interdire à ces algorithmes d'apprentissage automatique de s'appuyer sur leurs données pour faire ces apprentissages. Et possiblement, il peut y avoir des données de vous qui sont utilisées par tous ces algorithmes-là sans que vous en ayez la moindre connaissance ou conscience. Donc ça fait aussi partie des droits, c'est qu'il faut avoir le consentement des personnes quand elles sont vivantes pour utiliser leurs données. Absolument. Et l'Union européenne est en ce moment même en train d'essayer aussi de produire une législation qui pourrait s'appliquer à l'échelle européenne pour encadrer tous ces usages-là. Du côté de la production et peut-être aussi de la diffusion, Patricia, je ne sais pas si d'ailleurs on vous a déjà soumis des projets qui mobilisaient ces techniques ou pas encore. Non, pas encore. C'est clair que j'imagine que l'intelligence artificielle corrective va se développer probablement assez vite, notamment peut-être pour la colorisation, et peut-être qu'à terme elle sera de plus grande qualité si effectivement les données sont bien supérieures à ce que pourraient faire des êtres humains. Elle sera bien supérieure peut-être, mais il n'en demeure pas moins qu'il y aura toujours besoin évidemment d'un réalisateur qui impulsera son intention artistique et corrigera peut-être un certain nombre de choses. Ça, je pense que ça va aller très vite, y compris pour la restauration. Maintenant, le deepfake en documentaire, je ne connais pas de projet en cours. Mais bon, à la limite, moi je me pose la question, quelle est la différence entre un docu-fiction qui utilise des acteurs pour rejouer une scène avec le général de Gaulle et qui va la scénariser avec les historiens évidemment,
gens qui ont conseillé pour en faire un docu-fiction. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle et du deepfake pour recréer effectivement un visage, et plus qu'un visage, sur une scène qui n'aurait jamais été filmée. Ça va sûrement venir, oui, et c'est là où il va falloir trouver des garde-fous. Mais quelle peut être du coup la responsabilité du réalisateur? Est-ce que ça va être de... est-ce que déjà la première responsabilité, ça serait pas de notifier, enfin tout simplement d'informer, d'être transparent en fait, tout simplement sur ce qui a été fait. Bien sûr, et de le dire en début de générique et en fin de générique. Mais sauf qu'en réalité, ça se passe pas comme ça. Est-ce qu'on dit vraiment pas, je prends l'exemple de la colorisation, mais je prends l'exemple de Pierre Beuchot, est-ce que vraiment il y a un moment au générique, au début, à la fin où, alors si sur les images colorisées c'est indiqué en générique, c'est ça? Un docu-fiction, je pense, le dirait le plus, oui, à la façon dont il va se présenter en tant que narrateur. Oui, je pense que c'est plus transparent d'une certaine manière. Avec des documentaires d'archives qui mélangent les genres, le faux et le vrai, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et ce qui est un peu aussi vertigineux, c'est que du coup ces productions audiovisuelles vont elles-mêmes devenir des archives, hein, puisque je rappelle que c'est à ça que sert l'INA, qui enregistre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout ce qui est diffusé à la radio et à la télévision française. Donc ces nouvelles créations vont elles-mêmes devenir des archives. Et là, forcément, les chercheurs de demain qui viendront les consulter, à l'INATEC, à l'INA, ben voilà, il faudra qu'ils aient, enfin on peut espérer qu'il faudra qu'ils aient les éléments pour pouvoir dire, voilà, cette production a eu recours à telle et telle technologie, quelle qu'elle soit, et voilà, et c'est vrai qu'on peut du coup espérer qu'il y ait des traces à un moment dans le discours qui accompagne l'œuvre, et idéalement dans l'œuvre elle-même, même si c'est au générique, voilà, qu'il y ait une trace de ça. C'est vrai que ça implique de former, nous aussi, demain, nos documentalistes, hein, les documentalistes de l'INA, qui bien sûr accompagnent tout cet enregistrement en décrivant les programmes, en produisant ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire la description des programmes qui sont enregistrés, les notices, si vous voulez, comme les fiches d'un grand catalogue. Il faut aussi qu'ils soient formés à ces questions-là. Je pense que les historiens du cinéma et les historiens de la télévision sont aussi en train de se former, et je crois que vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez travailler aussi la question avec les étudiants pour les sensibiliser à ces enjeux-là, puisque eux-mêmes vont être amenés demain à critiquer des productions audiovisuelles, à critiquer au sens noble du terme, au sens historique et scientifique du terme, en tout cas à analyser des productions audiovisuelles qui ont eu recours à ces techniques. Donc encore faut-il les former. Peut-être je peux interrompre juste, pardon, avant, justement, parce que je pense qu'il y a quand même une rupture importante. Il y a une rupture avec l'intelligence artificielle, mais il y a une rupture qui me semble extrêmement importante et qui est multiple. C'est à la fois le degré de réalisme qui est atteignable. Donc, à savoir là, on pouvait voir, c'est immédiat, qu'on voit la différence entre ce qui a été refait et ce qui est de l'archive. Mais c'était volontaire, il aurait pu faire différemment. Il aurait pu masquer. Oui. Alors là, on pourrait tout à fait, dans les deux sens, dans l'IA, on pourrait refaire des images nouvelles, mais qui ressemblent à des images d'archives, ou restaurer des images d'archives, etc. Et donc, ce réalisme empêche de faire la distinction entre ce qui est l'image réelle, ou l'archive réelle, d'images reconstituées. Et la deuxième chose qui m'apparaît encore plus importante, c'est que là on parlait de médias traditionnels, de production audiovisuelle, etc., faites par des professionnels, on les place plutôt avec des intentions bienveillantes, de véracité, etc. Mais avec l'intelligence artificielle, il y a cette démocratisation des outils qui fait qu'on n'a plus besoin de compétences particulières pour pouvoir générer des images ou des contenus de toutes les sortes qu'on veut. Et du coup, n'importe qui pourra produire n'importe quoi, et pas nécessairement sur des chaînes publiques, etc., mais sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc tout ça va se retrouver à l'INA, avec des historiens qui devront d'abord faire la part des choses. Est-ce que c'est une archive historique, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été reconstitué, manipulé, et de quelle manière? Oui, d'autant plus que l'INA archive aussi le web, donc on aura aussi d'autant plus des images. Oui, donc sur la formation, peut-être, je ne sais pas si vous voulez rebondir. Oui, c'est important, effectivement, ce que Nicolas vient de dire, c'est cette capacité aussi de produire, tout le monde finalement avec cet outil est capable de produire des images d'un réalisme absolument stupéfiant. Et puis la vitesse de circulation, c'est un peu une banalité de le dire, mais c'est vrai qu'avec le net aujourd'hui, beaucoup de ces images peuvent être disponibles
facilement récupérables et que les métadonnées justement sur le net, on le sait bien, elles sont généralement assez pauvres, voire trompeuses. Donc l'utilisation, l'interprétation qui peut en être faite est effectivement assez dangereuse et assez risquée. Après, ça nous ramène finalement, la boucle se referme un peu par rapport au point de départ, c'est-à-dire que les images, quelles qu'elles soient en prise de vue directe, réelle, comme on disait à une époque, ou qu'elles soient complètement refabriquées par l'intelligence artificielle, ce sont des images. Et donc, on parlait à un moment donné d'éducation à l'image, de former les regards. Il y a même eu des grands projets dans les années 80-90 pour que ça soit davantage développé à l'école, y compris dans les plus petites classes. On apprend à lire, à écrire. Il y avait des gens à ce moment-là qui disaient qu'il fallait vraiment apprendre aussi à regarder, parce que dans nos sociétés, là aussi c'est une banalité, le regard prend une importance absolument capitale, et qu'il y a des enjeux sociétaux importants derrière tout ça. Là on parle de films d'histoire, etc., mais il y a des enjeux sociétaux, il y a des enjeux politiques aussi. Ces images, certaines peuvent faire basculer des opinions publiques, elles peuvent faire changer d'opinion sur un sujet donné, etc. Donc les enjeux sont très forts. D'où l'importance, à notre petit niveau, les enseignants, les enseignantes, alors dans des départements spécialisés, moi je suis historien, mais j'enseigne dans un UFR d'art et médias et dans un département d'études cinématographiques et audiovisuelles, donc les étudiants et les étudiantes qui sont là ont déjà quand même une sensibilité, un intérêt, une appétence un peu pour les images, même si je me rends compte que quand ils arrivent, ils sont quand même assez souvent démunis face aux images. Donc c'est important, de les aider, de travailler ensemble pour aiguiser notre regard, qui a tout le temps besoin finalement d'être adapté à ces nouvelles images, pour mieux les comprendre, pour mieux les décrypter, pour ne pas être trop naïf et avoir un sens critique. Comme on le disait tout à l'heure, les historiens et les historiennes, ils ont ce sens critique, au sens noble du terme, c'est cette capacité à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit et ce qu'on nous montre. Et ça, c'est une vertu, je pense, pour n'importe quel citoyen et citoyenne. C'est important parce que ça nous prépare quand même à affronter des réalités qui peuvent être parfois très, très importantes pour notre avenir. Mais il n'empêche que pour continuer à former ce sens critique, peut-être qu'il va falloir s'appuyer sur des nouvelles sciences auxiliaires de l'histoire en informatique. Parce que c'est vrai que pour l'instant, la manière dont on lutte contre ces fausses images quand elles représentent un risque politique, ou bien tout simplement dont on essaye de les tracer, c'est en inventant, on en parlait aussi à Nicolas Aubin, d'inventer des technologies qui permettent de garder la trace des interventions qui sont faites sur ces images et ces sons. Ça, c'est aussi un champ de recherche ça doit être possible, en soi. Ouais, alors c'est des champs de recherche qui émergent en même temps que les algorithmes de génération se perfectionnent et s'accélèrent. Nous, on collabore maintenant. L'IRCAM a vocation, à travailler dans la génération pour des artistes, donc plutôt pour des fictions, etc., mais avec justement l'amélioration, le réalisme des rendus qui sont maintenant accessibles en synthèse sonore, visuelle, etc., et qui est accessible en plus un peu à tout le monde, donc se pose des questions de leur utilisation et de leur utilisation malveillante. Donc là, on bascule du côté de la cybersécurité, dont l'un des axes de recherche principal est l'usurpation d'identité. Voilà. Et donc on collabore justement avec des personnes qui sont spécialisées là-dessus. Et grosso modo, il y a deux façons de veiller à assurer l'authenticité ou à garantir l'authenticité d'un contenu audiovisuel. C'est soit de le marquer à l'origine, lors de sa captation, de dire voilà, cette captation a été authentiquement réalisée dans telles conditions, avec tel matériel, etc. etc. C'est ce qu'on appelle du watermarking ou du fingerprinting. Et ensuite, cette trace reste, quelles que soient les modifications, compressions, transmissions dans la chaîne de communication jusqu'à la réception et la visualisation, reste, alors elle est non visible, non perceptible parce que elle est cachée dans la donnée, mais on peut la retrouver pour dire ok, ça c'était quelque chose dont l'origine était authentique. En revanche, il y a un paquet de personnes mal intentionnées qui, elles, voudraient contourner ces choses-là. Et donc, on peut soit, donc je disais, tamponner en amont, soit en aval, on a un contenu, on ne sait pas s'il est authentique ou pas, et on a des algorithmes de détection automatique qui utilisent aussi l'intelligence artificielle. Donc c'est intelligence artificielle.
l'image de manière à ce qu'ensuite, malgré ces déformations, on retrouve l'image, enfin on voit si cette image est marquée, on peut la suivre entre guillemets, ou le son peut-être. Je ne sais pas si ça existe pour le son d'ailleurs. Ça existe, oui, bien sûr, ça existe sur le son comme pour l'image. Et alors, justement, soit en amont, on le marque, soit en aval, on essaie de détecter ou de reparcourir toute l'histoire des transformations, et notamment de réussir à détecter des transformations qui auraient été malveillantes. Voilà, type usurpation d'identité, etc. Et donc là, c'est intelligence artificielle contre intelligence artificielle, parce qu'on a une intelligence artificielle qui va essayer de détecter les traces qui ont été laissées par une intelligence artificielle qui aurait généré des fausses données. Évident. Bon, et pour ceux qui sont encore là, il nous reste quelques minutes pour poser des questions si vous le souhaitez à nos intervenants avant que je clôture la séance. Oui, je ne sais pas si on va m'entendre. C'est justement ce que vous disiez sur le traçage. Je trouve ça, c'était la question que je me posais, comment faire. Et est-ce que dans les docufictions, dans les travaux, on va dire, soit d'historiens, soit de spécialistes, est-ce que là on fait quelque chose, on marque d'une façon, que ce soit visible ou invisible, justement, l'intervention d'une modification sur les archives. J'ai toujours en tête la restauration dans l'art, où on doit montrer d'une façon ou d'une autre que ce n'est pas l'original. Donc est-ce que ça se fait déjà dans les reportages docu-fiction un peu... Alors, pour les docu-fictions, je ne sais pas trop dans la mesure où après, voilà, c'est peut-être au niveau de la production et de la réalisation dans les documents qui ont été produits à ce moment-là, qu'on peut trouver une trace sur le film lui-même. Comme le disait Géraldine, à minima, ça peut être sur le générique de fin, mais bon. En revanche, sur les questions de restauration, parce qu'on les a abordées un peu rapidement, c'est vrai que là, pour le coup, je pense que les algorithmes qui sont déjà utilisés depuis quelques années avec le numérique pour les premières restaurations automatiques, pour enlever par exemple toutes les rayures, les choses comme ça, c'est fait par des algorithmes déjà depuis longtemps. L'intervention humaine se fait après. Dans la restauration numérique, oui, comme pour une restauration d'œuvres d'art, les restaurateurs ou les institutions tiennent des carnets de restauration, et là vraiment tout est indiqué de manière très précise, et on peut tracer, chaque institution patrimoniale le fait depuis déjà très longtemps, et là il n'y a aucun souci. Sur la colorisation, je m'étais un peu posé la question à un moment donné, parce que je savais, j'avais lu quelque part que justement certains des artisans qui la produisaient disposaient des droits après sur ces images, une fois qu'ils les avaient colorisées, et pouvaient de nouveau les commercialiser. Mais je ne sais pas si ça s'est fait ou pas, ça, à un moment donné. Il n'y a plus de commercialisation, d'accord. Parce que là, effectivement, ça aurait pu être un risque. Oui, et en même temps, c'est dommage parce que il faudrait qu'il y ait quelque part. Parce que du coup, c'est certaines images qui vont être recolorisées 2 fois de suite. Il risque d'y avoir des redondances, oui. Alors qu'il y a de plus en plus d'images colorisées. Je ne sais pas ce qu'elles deviennent, ces images colorisées, effectivement. Elles appartiennent au film dans lequel elles sont intégrées, mais uniquement à la personne qui les a payées, donc le producteur. Et après, est-ce que l'INA récupère non, l'INA ne récupère pas les... Si, on récupère la version qui est diffusée, mais on n'a pas de droit forcément sur cette production. Après, par exemple, pour ce qui se passe à l'INA, c'est vrai, comme disait Laurent Verret, toutes les institutions qui restaurent gardent une version non restaurée, une version restaurée. On a annoncé ce qui a été fait sur la restauration. Voilà, c'est pas visible dans l'œuvre elle-même, puisque au contraire, là, je pense que la restauration audiovisuelle, elle est faite pour restituer l'œuvre audiovisuelle ou pour la diffuser dans un nouveau contexte. Elle se doit d'être le mieux possible. Donc il n'y a pas peut-être cet enjeu qu'il y a à montrer le geste dans l'image elle-même. On en garde la trace par ailleurs, on la documente, mais on ne montre pas le défaut, enfin, on ne cherche pas à mettre des sortes de défauts comme ça. Après, je pense qu'effectivement, je pensais qu'on aurait un peu plus de temps pour revenir sur cette restauration, parce qu'effectivement, dans la restauration, donc il y a cette dimension corrective, mais qui porte sur, parfois on enlève des choses, hein, ce que disait Laurent Verret, on enlève des traces, on enlève des coulures, des glissures, voilà. Et parfois, on recrée, parce qu'en fait, s'il manque un pixel, s'il manque une image, s'il manque... Voilà, là, c'est de la recréation, et la limite, elle est très très floue. Hein. Évidemment, ces questions de restauration, en effet, sont un bon lieu pour observer l'usage de cette technologie, et ce sont des enjeux qui ne sont pas, pour le coup, perçus forcément par le public, parce que la colorisation, bon là, ok, on voit bien, mais la restauration de l'image et la possibilité de... restituer une image manquante parce qu'il y a un défaut sur le support, on peut la recréer, cette image manquante, mais est-ce qu'il faut le faire?
D'autres questions? J'avais un truc à rajouter dessus, justement, parce que nous, on utilise un terme, c'est en cours de développement dans la recherche, notamment pour, après la 6G, je crois, ce qui est la notion d'équivalence sémantique entre des images. Et donc, par exemple, on peut imaginer, alors tout traitement crée une distorsion dans l'image, la colorisation, etc. Même la restauration, on gomme des artefacts, on en crée d'autres qui sont peut-être non visibles, mais qui sont là quand même. Mais au final, les deux versions restent sémantiquement équivalentes. Un exemple de non-équivalence sémantique, c'est l'exemple de la porte. Pour le coup, là, il y a du sens qui est créé ou qui est enlevé en fonction de est-ce qu'on la met ou est-ce qu'on la retire. Et donc, justement, sur les manipulations, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Et justement, de plus en plus, on arrive à créer des contenus extrêmement hyper réalistes qui ne sont pas plus du tout. Voilà. L'exemple, par exemple, du discours du général de Gaulle. Alors, on se base, et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont venues nous demander des recréations des voix se sont toujours servies de textes, de transcriptions, de paroles qui ont été effectivement prononcées par les personnalités. Mais ça, c'est pas une garantie d'authenticité ou de véracité ou d'équivalence sémantique, comme je dis. La façon dont c'est prononcé, donc la façon dont François Morel incarne le général de Gaulle, eh ben, ça crée des glissements sémantiques qui peuvent être plus ou moins grands et qui peuvent changer totalement l'interprétation, ne serait-ce que du discours. Le général de Gaulle lui-même a travaillé sur sa voix. Il y a la célèbre interview en 58, quand il revient, il a une voix assez au perché, et il a travaillé sa voix, et 2, 3, 4 ans après, dans les interviews, enfin pas dans les interviews, pardon, dans les diffusions d'images, c'est plus du tout la même voix. Il a une voix plus posée, beaucoup moins grave, et beaucoup moins aiguë, pardon, et beaucoup plus grave. Oui, donc on pourrait se demander si le général de Gaulle, la voix reconstituée, a été apprise avec la voix de 1945 ou la voix de 1965. Mais, comme je l'ai vu, à 67 ans, je commence une carrière de dictateur, il y a une voix assez au perché. Il a retravaillé avec les professionnels la façon de placer sa voix. mais pour le coup, vous aviez des enregistrements qui dataient de la guerre pour apprendre. Absolument. Ouais. D'autres questions? Bien, écoutez, dans ce cas, je vous propose de clore cette... Ah, pardon, madame, excusez-moi. C'est juste qu'on parle beaucoup, là, dans la conférence, des manières de faire, de comment ça a été fait et tout l'aspect technique. Et c'est vrai que moi, ce qui me pose le plus question à partir de ces technologies, qui sont effectivement fascinantes en elles-mêmes, en fait, c'est les conséquences sociales que ça va avoir, et pas spécialement par les travaux qui passent par vos institutions, parce qu'en fait, à partir du moment où on passe par des institutions officielles, c'est qu'il y a un certain désir de faire bien, de faire éthiquement, de respecter certains principes moraux. Effectivement, ça se pose, mais on l'a juste évoqué, le fait que cette technologie, en fait, on l'évoque au futur en plus, alors qu'elle est accessible maintenant sur les réseaux sociaux. Je vois passer, je sais pas, Freddie Mercury qui chante du Frank Sinatra, et ça me pose énormément de questions dans tout ce qui est le domaine professionnel. En fait, à quoi ça sert un artiste à partir du moment où on a ça, et on peut faire revivre des grands chanteurs à partir. Enfin, je veux dire, comment on va légiférer ça, par exemple dans le domaine du harcèlement scolaire. Enfin, je veux dire, il y a énormément de questions qui se posent et que je trouve qu'il faudrait qu'on aborde également, et qui sont beaucoup plus terre à terre en fait que la manière technique. Oui, bah, là c'est vrai que le choix, le parti pris de cette table ronde, qui c'était de se centrer sur le document d'archives. Et donc voilà, parce que c'est parce qu'on est à Blois, parce que c'était l'angle qu'on avait choisi, mais on l'a dit tout à l'heure, ce qui en effet est important de penser, c'est que ce débat sur l'image d'archives, il s'inscrit dans un débat sociétal qui est beaucoup plus large que ça, vous avez raison, et dont les enjeux dépassent largement, et l'utilisation de ces technologies, il est très inquiétant, parce qu'à la fois il est accessible à tous, et parce qu'en même temps la circulation de ce qui est produit aussi est démultipliée. On parle en effet d'images qui circulent bien au-delà de France 2, donc malgré tout le respect qu'on a pour la diffusion de France 2. Et du coup, oui, évidemment que ces questions-là, c'est pas celles qu'on a choisi de traiter ici, mais on ne prétend pas les... Je peux rajouter juste quelques petits éléments dessus. Alors justement, ce que tu as mentionné, c'était hyper important, c'est aussi il y a une question d'éducation.
au numérique. Donc la base, c'est de savoir que tout ce que vous voyez sur du numérique est susceptible de ne pas être authentique. Voilà, donc il y a un doute systématique qu'il faut avoir, et il faut avoir justement cette analyse critique d'être capable de sourcer et de retrouver justement l'origine et l'authenticité d'un contenu. Et l'autre chose, c'est effectivement, c'est ce que j'essaie de dire, c'est alors, tu as dit les institutions officielles font bien de choses, alors ça c'est un sujet à caution parce que les propagandes proviennent aussi d'institutions officielles. Mais effectivement, c'est ce que je disais un petit peu, c'est la démocratisation. Il y a la possibilité, alors, pour accrocher sur le sujet qui était fait, de reconstituer toute une quantité de passés alternatifs en fonction d'idéologies, de groupes, de communautés, etc., qui seraient propulsés en permanence sur les réseaux sociaux pour justement servir telle ou telle idéologie. Et ça, c'est déjà aujourd'hui en fait. Et ça va se démultiplier et ça va s'intensifier, s'accélérer avec l'intelligence artificielle. On peut refaire le point l'année prochaine si vous le souhaitez. Je vous propose la même table ronde et il y aura plein de nouveautés. Merci à vous. Merci pour votre attention jusqu'au bout. Merci aux intervenants.